Gabi, bonjour et merci de nous accueillir ici à Ouati pour cette interview autour des 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes analyste politique et fondateur et directeur exécutif du think tank Ouati, qui est un laboratoire ouvert à la production et à l'échange d'idées, de connaissances et de formulation de pistes d'action pour transformer les sociétés ouest-africaines. Précédemment, vous avez été analyste principal à International Crisis Group avant de devenir le directeur du bureau Afrique de l'Ouest. Très clairement, sur les questions de prévention et de résolution de conflits armés, vous n'êtes pas en terre inconnue. C'est justement l'une des missions qui ont été assignées à l'ONU en 1945 lors de sa création. Il s'agissait également pour elle de maintenir la paix et la sécurité internationale, développer les relations amicales entre les nations, promouvoir et protéger les droits humains, fournir une aide humanitaire et encourager la coopération pour le développement. Alors, cette semaine, Gilles Yabi, cette organisation a célébré ses 80 ans. Quel est le regard que vous portez sur les actions de l'organisation depuis sa création en 1945 jusqu'à aujourd'hui? Merci et c'est un plaisir de vous recevoir à Ouati. Les 80 ans des Nations Unies, je pense que c'est l'occasion d'expliquer que c'est un cadre multilatéral, c'est le cadre le plus important parce qu'il rassemble 193 États membres et il n'y a pas une organisation intergouvernementale avec autant de membres. Et je pense qu'il faut retourner aux conditions dans lesquelles naissent les Nations Unies pour comprendre que l'ambition était d'abord d'éviter une nouvelle guerre mondiale, puisque les Nations Unies naissent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec le constat que la Société des Nations qui existait alors n'avait pas été capable d'empêcher la survenue de cette Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le principal objectif, le premier, c'est vraiment la paix et la sécurité internationale par la coopération, par l'existence de cette organisation. Et il y avait aussi comme objectif dès le départ des questions de développement économique et social, être aussi ce cadre international qui permet de faire des avancées un peu partout dans la lutte contre la pauvreté, contre ce qu'on appelait à l'époque le sous-développement. Et je dirais enfin un objectif aussi d'affirmation des droits humains partout, de l'égalité des peuples, de l'égalité des droits des personnes. Et je pense que sur ces trois fronts, on ne peut pas dire que les Nations Unies n'aient servi à rien du tout, comme je l'entends parfois ces jours-ci. On peut faire des critiques, bien sûr, sur les Nations Unies. Il y a beaucoup de choses à critiquer. Il y a sans doute beaucoup plus de critiques à faire à l'égard des États membres, qui sont en réalité ceux qui prennent les décisions et les États membres les plus puissants. Mais je pense que les Nations Unies, c'est un cadre qui est, en tout cas, irremplaçable en termes de justement d'organisation permettant l'expression des points de vue de différents peuples à travers la planète, et que c'est un cadre multilatéral à nouveau qui permet de rechercher des solutions collectives aux problèmes que nous avons, et une partie de ces problèmes sont absolument, disons, globaux et nécessitent une réponse globale. Très bien. Alors, l'Afrique n'a pas vraiment participé à la création de cette organisation parce que la plupart des pays du continent à l'époque n'étaient même pas indépendants. Cependant, aujourd'hui, elle représente plus du quart des États membres. Alors, selon vous, quelle a été la contribution la plus significative de ces pays dans l'histoire de l'organisation? Alors, oui, les pays africains ne faisaient pas partie des 51 signataires initiaux de la charte, disons, qui a fait naître les Nations Unies à San Francisco. Mais effectivement, les Nations Unies, à partir de ce moment, ont joué un rôle, en réalité, pour favoriser les indépendances africaines. Et je pense que c'est important de le souligner à nouveau dans un contexte aujourd'hui où parfois on rejette absolument tout, on oublie les circonstances historiques, et on oublie que les pays africains en particulier en réalité sont devenus indépendants
relativement récemment et qu'il y a eu dans la lutte pour les indépendances des contributions venant d'autres parties du monde et que les Nations Unies, une fois constituées, ont été un cadre qui a permis l'expression de cette volonté d'émancipation et d'affirmation des droits des peuples. Et donc il y avait une contradiction en réalité entre la Charte des Nations Unies et l'existence de pays maintenus sous le joug de la colonisation. Et ensuite, les États africains indépendants ont rejoint les Nations Unies. Je crois qu'en 1960, ça a été l'arrivée la plus importante d'un groupe de pays, disons, qui rejoignaient les Nations Unies, et c'était lié au fait qu'on a eu, au cours de cette année 1960, beaucoup d'indépendance africaine. À partir de ce moment-là, on peut considérer que tout ce que les Nations Unies ont fait, en fait, ont concerné aussi les pays africains, puisqu'ils étaient membres au même titre que les autres, avec la même voix au sein de l'Assemblée générale, même si évidemment dans les autres instances, en particulier au Conseil de sécurité, l'Afrique n'était pas représentée et n'est toujours pas représentée. Mais je pense à nouveau, on ne peut pas vraiment isoler la contribution des pays africains aux Nations Unies. C'est comme si on considérait qu'il y avait une sorte de particularité des pays africains. Les pays africains, comme les pays d'Asie nouvellement indépendants également, comme les pays européens, comme les États-Unis et d'autres, ont tous contribué à tous les progrès qu'on peut attribuer aux Nations Unies, mais ils ont aussi contribué d'une certaine manière à toutes les faiblesses qu'on a pu noter. Les opérations de maintien de la paix concernent très souvent l'Afrique. Comment évaluez-vous les relations entre l'Organisation des Nations Unies et le continent dans ce domaine? Oui, les opérations de maintien de la paix sont devenues un volet très important de l'action des Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. Ce n'est pas le seul, mais il y a bien sûr un rôle très important joué par ces opérations de maintien de la paix. Je crois que c'est aussi l'un des volets sur lequel, bien sûr, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire à l'action des Nations Unies, puisque le bilan des opérations de maintien de la paix est très contrasté. Il y a des opérations en réalité qui ont été tout à fait fructueuses, qui ont joué un rôle important, y compris en Afrique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Côte d'Ivoire, par exemple. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a quand même joué un rôle plutôt positif qui a facilité le retour de ce pays à la paix, à la sécurité, à une forme de stabilité. Il y a beaucoup d'autres exemples où les opérations des Nations Unies ont permis d'avancer sur le chemin de la paix. Mais il ne faut jamais oublier que les facteurs de paix, les facteurs de conflit sont extrêmement nombreux et que les Nations Unies ne sont pas le seul acteur et que les États membres des Nations Unies eux-mêmes souvent jouent un rôle qui peut être positif mais qui peut être également négatif dans les situations de conflit. En Afrique, je crois que l'opération des Nations Unies au Congo, qui est l'une des plus anciennes en fait opérations de maintien de la paix dans le monde, c'est un bon exemple de l'ambiguïté de la relation entre le continent africain et les Nations Unies sur le terrain des opérations de maintien de la paix. C'est clair que le cas de l'ex-Zaïre, de la République démocratique du Congo actuelle, montre la très grande complexité des actions des Nations Unies et le fait qu'on ait quasiment depuis l'indépendance de ce pays une présence des Nations Unies sous des formes différentes avec des noms différents pour les différentes opérations, ça montre quand même que dans ce cas-là on a un bilan qui n'est pas positif mais qui est l'illustration, je pense, de ce qu'il faut comprendre au niveau des Nations Unies et de la dynamique des rapports de force. Les Nations Unies, ce sont les États membres. Derrière les États membres, vous avez des intérêts. Vous avez ceux qui sont les plus puissants, vous avez ceux qui sont présents au Conseil de sécurité, vous avez bien sûr leurs politiques bilatérales, leurs politiques extérieures. Ils vont jouer un rôle à travers les Nations Unies et les autres organisations internationales, mais ils vont aussi bien sûr jouer un rôle de manière directe à travers la défense de leurs propres intérêts. Et ils vont utiliser, lorsque ils ont l'opportunité, les Nations Unies pour pousser également leurs intérêts. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui s'est toujours passé dans ce pays avec ses richesses, et je pense que c'est très intéressant
par exemple, hein, de regarder un film récent, Soundtrack for un coup d'État, bande-son pour un coup d'État, qui revient sur la période d'intervention des Nations Unies au Congo, mais revient aussi sur l'assassinat de Patrice Lumumba, et montre comment est-ce que les États les plus puissants à ce moment-là agissent indépendamment, mais aussi à travers les Nations Unies pour pousser au fond leurs intérêts, et ça aboutit à l'élimination physique de Lumumba. Mais c'est pour montrer à nouveau que dans tout ce qui se joue, vous avez des acteurs, vous avez des intérêts, mais vous avez un cadre multilatéral comme les Nations Unies qui permet d'une certaine manière de mettre une certaine limite dans la poursuite absolue des intérêts des acteurs les plus puissants. Donc la question qu'il faut se poser par rapport aux opérations de maintien de la paix, mais de manière plus générale par rapport aux Nations Unies, c'est est-ce qu'on serait dans une meilleure situation en l'absence d'un cadre multilatéral comme les Nations Unies? Ce qu'on a lorsqu'on n'a pas de cadre multilatéral, c'est les politiques extérieures, je dirais, dures des États qui défendent leurs intérêts. Et évidemment, les pays africains étant quand même les plus faibles sur le plan militaire, sur le plan économique, encore aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas un cadre multilatéral, un certain nombre de principes, même s'ils ne sont pas toujours appliqués, vous êtes à la merci exclusivement des rapports de force. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui montre très bien le danger dans lequel on se trouverait en l'absence totale de Nations Unies ou de cadre à nouveau multilatéral. Donc en conclusion, vaut mieux les Nations Unies en l'état actuel que rien. De mon point de vue, c'est très clair. Il vaut mieux les Nations Unies qui sont bâties sur un certain nombre de principes, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits humains et beaucoup d'instruments sur les droits des enfants, sur les droits des femmes. Enfin, lorsque vous regardez l'historique des Nations Unies, vous pouvez le voir, j'invite tout le monde à aller voir, notamment sur le site internet des Nations Unies, vous avez quand même par période historique toutes ces grandes conférences sur les droits des femmes, sur les droits des enfants, sur la lutte contre la torture, sur la décolonisation. Donc tout cela est extrêmement important. À nouveau, ça n'a pas permis de mettre fin à tous les conflits, ça ne permet pas de mettre fin à la pauvreté dans le monde, etc., parce que les déclarations ne suffisent pas. Mais je crois qu'il faut à nouveau toujours se poser la question du monde dans lequel on serait si on n'avait pas les Nations Unies à travers aussi toute la galaxie des agences, des programmes qui se sont développés au fil du temps, le programme des Nations Unies pour le développement, les agences diverses que vous connaissez sur l'alimentation, le Haut Commissariat aux réfugiés. Toutes ces agences dépendent des Nations Unies et ont concrètement contribué quand même à limiter les souffrances de beaucoup de populations à travers le monde, et y compris en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réformes à faire, mais ça veut dire que ce cadre est important. Oui. Alors, est-ce que vous êtes en phase avec l'idée que l'Afrique est davantage un terrain d'intervention qu'un acteur décisionnaire de l'organisation? Oui, je pense que ce n'est pas faux. C'est le reflet des rapports de force. À nouveau, les Nations Unies sont une organisation où on a au moins, disons, une des institutions, l'institution a priori la plus importante, l'Assemblée Générale, où tous les pays, quelle que soit leur taille, quelle que soit la taille de leur population, quelle que soit la taille de leur économie, ont la même voix. Et ça, c'est important, même si les résolutions de l'Assemblée Générale, à nouveau, on sait très bien qu'elles ne s'appliquent pas toujours lorsqu'elles ne sont pas respectées par un certain nombre d'États membres. Évidemment, les Nations Unies n'ont pas, disons, de capacité de coercition, en particulier lorsque le Conseil de sécurité n'appuie pas dans le même sens que l'Assemblée Générale. Mais à l'Assemblée Générale, vous avez quand même ce principe, un pays, une voix, qui permet aux pays africains de jouer un rôle important dans l'orientation générale des Nations Unies. Mais il est très clair que lorsque vous n'êtes pas au Conseil de sécurité, vous n'avez pas la main sur des décisions très importantes dans ce domaine de la paix et de la sécurité internationale. Et il est vrai aussi que lorsque vous avez des ressources limitées, donc vos contributions financières aux Nations Unies, aux différentes agences,
évidemment, elles ne sont pas équivalentes aux contributions des pays les plus importants, les États-Unis, la Chine aujourd'hui, et les pays européens. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous mettez moins d'argent, même dans les agences des Nations Unies, vous avez en réalité moins de capacité d'influencer l'utilisation de ces ressources, et vous avez aussi moins de positions importantes dans ces agences et dans toutes ces institutions. Vous savez, sur toutes ces questions-là qui se retrouvent à la tête de telle ou telle agence, vous avez chaque fois des batailles entre les pays, et c'est vrai que beaucoup il y a des agences, par exemple, où la direction est toujours occupée par quelqu'un des États-Unis, d'autres par un Européen, etc. Par les plus grands contributeurs. Donc, bien sûr que les rapports de force économiques, militaires se reflètent aux Nations Unies, et donc évidemment les pays africains restent de ce point de vue-là beaucoup moins forts et donc beaucoup moins influents, et donc qui sont un peu plus réceptacles d'une certaine manière des actions des Nations Unies, y compris des opérations de maintien de la paix, que acteurs effectivement décisionnaires. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que la première implication, c'est que pour changer le rapport de force au sein d'une organisation comme les Nations Unies, c'est aussi ce qu'on fait en interne pour augmenter la force de nos économies, la force de nos États. C'est ça qui est le déterminant le plus important du changement de rapport de force au sein des organisations internationales. Très bien, donc moins de contributions, faible influence. 80 ans après, justement, l'Organisation des Nations Unies reste très critiquée pour son manque de représentativité, notamment au Conseil de sécurité. On parle de plus en plus de réforme de cette organisation. Alors, qu'est-ce que l'Afrique est en droit d'exiger dans ces réformes si elles devraient avoir lieu? Alors déjà, je ne sais pas si le terme exiger est le plus approprié, parce qu'à nouveau, oui, parce que en réalité, à nouveau, vous pouvez exiger des choses, mais cela ne veut pas dire que vous les obtiendrez. Et donc, oui, il faut évidemment placer la barre, je pense, assez haut au niveau des demandes du continent par rapport à la réforme des Nations Unies, qui inclut la réforme du Conseil de sécurité. C'est un sujet qui est discuté depuis des années, voire des décennies. Sous le secrétaire général Kofi Annan, il y avait déjà ce grand projet de réforme des Nations Unies et du Conseil de sécurité. On voit très bien que c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce que ceux qui sont les membres actuels doivent eux-mêmes accepter une réforme qui va diminuer leur poids. Évidemment, on voit très bien la difficulté qu'il y a là, c'est de compter sur ceux qui ont du pouvoir pour accepter des changements qui vont diminuer leur pouvoir. Parce qu'évidemment, en élargissant le Conseil de sécurité aux pays africains, mais aussi à quelques autres pays, d'autres régions du monde qui font la même demande, vous aurez, disons, une dilution du pouvoir des 5 membres actuels permanents du Conseil de sécurité. Et vous avez toute la question du droit de veto aussi, même si on change au niveau du Conseil de sécurité, est-ce qu'on maintient le droit de veto pour qui, ou est-ce qu'on élimine totalement le droit de veto, et là aussi, quelles sont les implications en termes d'efficacité, de capacité à prendre des décisions. Parce que, de mon point de vue, la réforme des Nations Unies et la réforme du Conseil de sécurité, ce n'est pas seulement l'élargissement, par exemple, du Conseil de sécurité. On peut élargir le Conseil, avoir mieux de représentativité et avoir une incapacité à prendre des décisions. Je ne suis pas sûr que ce sera le meilleur résultat non plus pour les Nations Unies et pour le monde. Donc, c'est une question qui est difficile, mais je pense que les pays africains demandent, je crois que les dernières demandes, c'était 2 représentants du continent au Conseil de sécurité, avec droit de veto. J'avoue que je n'ai pas suivi les tout derniers développements, parce qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites, et qu'à un moment donné, d'ailleurs simplement l'année dernière, il y avait les États-Unis et d'autres qui appuyaient quand même, en tout cas, la présence africaine au Conseil de sécurité. Peut-être pas avec deux pays, mais en tout cas le principe de l'inclusion du continent, d'un pays du continent au Conseil de sécurité. Et comme vous le savez, derrière, il y aura aussi la question de quel pays, et que là encore, comment ça va se décider, comment ça va se jouer.
Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on dit Conseil de sécurité, d'abord pour l'instant, ce n'est pas un organe où vous avez une représentation collective. Vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des États membres. Et donc, si l'Afrique devrait rejoindre le Conseil de sécurité, a priori, ce serait des pays ou un pays ou des pays africains. Et donc, ça supposerait qu'on puisse entendre, notamment l'Union africaine, qui est l'organisation la plus représentative au niveau continental, puisse entendre pour proposer des pays africains au Conseil de sécurité. Et là, il faudra vraiment définir aussi dans quelle mesure est-ce que ces pays vont représenter la voix du continent et pas simplement leur propre voix. Donc on voit bien que là encore, il y a disons un certain nombre de couches de complexité. Mais je pense que ce que l'Afrique en tout cas demande, c'est que, disons, en faisant fi des difficultés qu'il peut y avoir pour savoir qui y va, qui n'y va pas, en tout cas que le principe de l'inclusion du continent au Conseil de sécurité soit acté le plus rapidement possible. Et je crois que la plupart des puissances sont d'accord sur ce principe, mais à nouveau, être d'accord ne veut pas dire qu'on ne traîne pas ensuite les pieds pour faire en sorte que ça n'arrive pas le plus vite possible. Alors, est-ce que pour vous, il est exagéré, voire abusif de dire que les Nations Unies sont davantage un instrument aux mains des grandes puissances qu'une organisation réellement universelle? Oui, je crois que, à nouveau, toutes les simplifications induisent d'une certaine manière des erreurs d'analyse. Donc, oui, j'ai parlé tout à l'heure des rapports de force. Évidemment, il y a des rapports de force. Ils sont extrêmement déséquilibrés. Donc oui, les grandes puissances, anciennes et actuelles, évidemment, ont beaucoup plus d'influence sur les Nations Unies que les pays plus petits d'un point de vue économique, et d'un point de vue militaire, etc. C'est un fait. Mais lorsqu'on regarde la configuration mondiale, les grandes puissances au moment de la naissance des Nations Unies ou les grandes puissances même il y a 30 ans ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Donc vous avez la poussée d'un certain nombre de pays, évidemment la Chine, mais bientôt l'Inde, population, mais aussi dès que le développement économique suit le développement démographique, vous avez une puissance beaucoup plus importante et vous avez aussi une puissance militaire qui augmente. Donc tout cela est déterminant pour l'influence au sein des Nations Unies et je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on serait dans une situation où les rapports de force ne seraient pas déterminants pour l'influence au sein des Nations Unies. On peut essayer de réduire l'impact de ces rapports de force déséquilibrés, mais on ne va pas les éliminer. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que ce soit que l'instrument des grandes puissances. D'abord à nouveau parce que toutes les grandes puissances n'ont pas les mêmes intérêts, elles sont en compétition, parce que la scène des grandes puissances elles-mêmes change progressivement et qu'on a des pays qui montent, dont certains qui ont plutôt des intérêts convergents avec les pays africains par exemple. Et donc ça induit déjà des changements dans la réalité des décisions au niveau international, Nations Unies, mais il ne faut pas oublier les institutions financières internationales qui jouent un rôle important et toute la galaxie des organisations internationales, pas seulement les Nations Unies. Donc tous les rapports de force et leur évolution vont jouer un rôle dans ce cadre-là. Mais on ne peut pas dire que les Nations Unies, c'est seulement l'instrument des grandes puissances, parce que ça ne correspond pas à la réalité historique des Nations Unies et des avancées qui ont pu être faites parce qu'il y avait ce cadre international permettant de protéger d'une certaine manière les petits, les plus faibles de l'appétit des plus grands et des plus puissants.